Bonjour à tous et bienvenue dans SimMove, le premier podcast de simulation en santé en français, en collaboration avec le magazine SimZine. Je m'appelle Fouad Marar et je serai l'heureux animateur de ce podcast. Je suis médecin, enseignant en santé et surtout passionné de simulation en santé depuis plus de 15 ans. À travers chaque épisode de cette série, nous tenterons de mettre en lumière les acteurs et les initiatives qui font la simulation d'aujourd'hui et de demain dans le monde francophone. Alors, que vous soyez un expert en la matière ou juste curieux d'en savoir plus, je pense que ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, allons voir ce que notre invité du jour a d'intéressant pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de SimMove, le podcast simulation en français. Je suis Fouad Marar, médecin anesthésiste réanimateur et surtout passionné de simulation depuis maintenant plus de 15 ans. Et je suis ravi de proposer à notre communauté, dans le cadre de ce podcast, des conversations avec des experts en simulation en francophonie. Aujourd'hui, j'en reçois une experte qui s'appelle Cécile Monteil. Bonjour Cécile. Bonjour. Et surtout, merci de nous accorder ce temps d'échange dans lequel on va parler, bien entendu, de simulation, évidemment, à travers ton parcours et ton expérience dans le domaine, dans un des centres qui fait référence en France. Alors Cécile, pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître encore, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel en mettant l'accent sur la partie simulation ? Bien sûr, alors déjà merci pour cette invitation dans ce podcast. Mon parcours, en fait, je me suis intéressée à tout ce qui était innovation en santé très tôt, en fait, dès la fin de l'externat. Et donc j'ai fait un internat de médecine générale parce que pour moi c'était celui qui était le plus court et qui ouvrait finalement le plus de portes. Et dès mon entrée dans la vie professionnelle, j'ai séparé ma carrière en fait en deux parties. J'ai une carrière qui est clinique. Au début, j'ai fait des remplacements de médecine générale et puis je me suis posée dans le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Robert-Debré à Paris, où donc j'ai ma pratique classique, entre guillemets. Et puis de l'autre côté, je me suis donc plongée dans tout ce qui était à l'époque e-santé, voilà, innovation en santé. Et mon implication a pris plein de formes différentes. J'ai travaillé en start-up, j'ai travaillé pour des médias, j'ai fait du conseil en santé et innovation. La liste est assez longue, mais voilà, ça m'a permis en fait de découvrir un petit peu cet écosystème. Et puis les deux carrières, médicale et technologique, se nourrissent l'une de l'autre. Et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour ce qui est de la simu, c'est un peu par hasard parce que j'ai pas eu la chance d'avoir de la simulation pendant mes études du tout. C'est bien dommage. Et quand je suis partie de la première start-up pour laquelle je travaillais, on m'a proposé un poste de directrice médicale donc chez Illumins, qui est le centre de simulation de l'université Paris-Cité, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et donc, j'y connaissais rien. Donc, j'ai fait comme tout dans ma vie. J'ai dit, écoute, on va dire oui, et puis on va bien voir ce que c'est. Hein. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure comme ça. Et j'ai été directrice médicale de la plateforme pendant 5 ans. J'en suis partie il y a 2 ans, mais je suis restée en tant que formatrice sur cette plateforme. Et donc, j'y retourne plusieurs fois par mois avec grand plaisir. Et à côté, j'ai développé le programme de simulation in situ au sein de mon service. Ça fait bientôt 5 ans qu'on travaille dessus. Et donc voilà, dans le service, j'anime des ateliers basse fidélité, haute fidélité et des ateliers de communication. Merci pour cette réponse brève. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tout en moins de 2 minutes. Et j'ai entendu quelques mots-clés, notamment la simulation in situ, plateforme de simulation. Est-ce que dans ton parcours d'experte en simulation, il y a, comme ça arrive assez souvent, un sous-domaine de la simu qui t'intéresse particulièrement ? Alors moi, celui qui m'intéresse tout particulièrement, clairement, c'est ce qu'on appelle la formation de formateurs. En fait, c'est former les futurs formateurs en simulation parce que c'est quelque chose de crucial. Il y a plusieurs formations en France, mais tout le monde n'y a pas encore accès, alors que la simulation prend une ampleur incroyable, ce qui est génial. Et donc, partout en France, on voit des formateurs, on voit des soignants qui deviennent formateurs, mais qui n'ont pas eu de formation spécifique. Et donc, ils font avec ce qu'ils ont. Et c'est déjà très bien, c'est déjà top. Mais en fait, être un pédagogue, être un enseignant, c'est pas le même métier qu'être un soignant. Et donc, se faire former, en fait, c'est donner une autre dimension à la simulation. On va vraiment optimiser ces séances de simulation. On va optimiser l'apprentissage pour les apprenants.
Et on se rend compte, en fait, quand on a été formé, que la différence est juste monumentale. Et qu'en fait, quand on n'est pas formé, on peut se débrouiller, mais on peut aussi faire très mal, on peut aussi traumatiser les gens et on peut détruire des carrières, hein, je l'ai déjà vu. Donc voilà, moi, c'est qui m'intéresse le plus. Pour moi, la simulation, c'est en fait quelque chose qui est extrêmement structuré, dont le cadre est ultra rigoureux, et tout ça pour pouvoir, une fois être en simulation, être flexible. Et en fait, tant qu'on n'a pas ce cadre, pour moi, c'est compliqué de faire des très bonnes séances de simulation. Et puis la deuxième chose à laquelle il faut être formé, c'est en fait, c'est un mode de comportement qui est inhérent à la simulation et qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, qui est la bienveillance en fait et l'instauration d'une sécurité émotionnelle pour les apprenants. C'est des mots qui sont très galvaudés. Maintenant, bienveillance, on en bouffe à toutes les sauces. Mais en fait, c'est des vrais concepts pour lesquels en fait, il y a une vraie façon d'être. Et ça, en fait, il faut l'apprendre, je pense, pour le comprendre et l'appliquer. Alors merci pour cette réponse un peu très détaillée. Donc j'entends donc la formation de formateur, faculty development comme on dit, et aussi la sécurité psychologique qui ne peut pas être oubliée quand on fait de la simulation en santé. Dans les programmes de formation de formateurs auxquels tu participes, qu'est-ce qui d'après toi fait qu'ils fonctionnent ? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? Je pense que notre formation, donc en fait, c'est la formation de formateur à Illumins. Quand je suis arrivée, elle existait, il y en avait une. J'ai tout refait. Pas parce que c'était pas bien, mais juste parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement concret. Moi, la théorie, c'est bien, mais en fait, j'ai besoin de voir pour comprendre. Et donc, c'est ce que j'ai instauré dans cette formation. Elle est hyper concrète. Moi, je veux que les apprenants, ils sortent et ils aient toutes les clés, pas théoriques, mais les clés pratiques pour que quand ils rentrent chez eux, en fait, ils puissent monter une séance de simulation. Donc, je pense que ça, déjà, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout et qui est particulièrement apprécié. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, alors j'ai aussi formé l'équipe de formateurs qu'on a pour cette formation. Et en fait, pour moi, ce qui est important de transmettre, c'est il faut donner, quoi. Il faut donner, il faut partager notre vulnérabilité, il faut partager comment est-ce qu'on a merdé nous aussi. Il ne faut pas que apprendre, voilà, il faut faire comme ça, c'est bien de faire comme ça. Il faut aussi dire, voilà, tout ce qui peut mal fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi ? Donner beaucoup de sens. C'est bien d'expliquer, la simu, c'est génial, etc. Vous allez devenir formateur en simulation. Mais moi, j'aime bien un peu aller triturer un peu plus profond et dire, en fait, il faudra toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait de la simulation. Ce n'est pas simplement bien la faire, mais c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on la fait et y donner un sens qui est particulièrement important pour les patients et en fait, bien sûr, pour les soignants aussi. Alors, ça me plaît beaucoup parce que tu adresses à la fois une thématique qui est non négociable en simulation en santé. Il faut former les formateurs, sinon... moi, j'aime bien répéter la phrase qu'on a écrite dans le livre de Fouché, qui est jamais la première fois sur l'apprenant non plus, puisqu'on est parti depuis 2012 avec la phrase jamais la première fois sur le soignant. Mais au final, on a vu que les choses allaient... pour le patient. Et on a vu que les choses allaient aussi dans le mauvais sens de temps en temps, comme tu le disais, sur de l'impréparation des équipes à accueillir de la simulation. Et donc, formation de formateur, pour moi, ça veut dire effet de levier. C'est-à-dire que quand on forme 8 personnes en une journée en étant le formateur, on en forme 8. Et on a 8 potentiels parcours qui vont être impactés. Mais quand on forme des formateurs qui vont être à l'origine de centres de simulation, disons les choses de manière ambitieuse, l'effet de levier est plus important. Et donc, potentiellement, il me semble que ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Alors, je peux même aller plus loin. Effectivement, il y a cet aspect-là. Mais je pense que, en tout cas, c'est ce que je leur apprends et c'est ce que j'entends aussi après. Ça n'a pas que l'impact finalement sur les apprenants qu'auront ces futurs formateurs. En fait, ça a un impact qui rayonne beaucoup plus loin, qui est sur leurs collègues. Parce qu'en fait, pendant cette formation, on va apprendre plein de nouvelles techniques de communication. En fait, on va apprendre à communiquer. En vrai, le fond de la chose, c'est ça. On va leur apprendre à communiquer d'une façon qu'ils n'ont jamais apprise. Et ils vont pouvoir ils vont pouvoir apprendre à mieux communiquer et à mieux écouter. Et en fait, ils vont retourner dans leur service. Non seulement ils vont faire de la simulation, mais tout d'un coup, dans leur service, ils vont avoir une oreille différente sur ce qui va se dire. Ils vont avoir un mode de communication qui va un petit peu changer. Ils vont avoir un regard différent. Donc, pour moi, en fait, ça va aussi impacter le service
de façon très bénéfique. Et même, moi, je leur dis, ça va même rayonner dans votre vie personnelle, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec votre famille, avec vos amis. En fait, ça rayonne bien plus loin que la simple, finalement, séance de simulation. C'est vachement intéressant parce que on se le dit entre formateurs souvent, qui n'a jamais essayé un advocacy in inquiry avec son enfant ou avec sa femme en disant j'ai vu que tu étais en colère, je pense que c'est pas adapté dans ces moments-là, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, c'est le genre d'outils qu'on apprend à apprendre, qu'on utilise nous dans notre fonction de formateur et qui de toute façon viennent quand on est de garde ou quand on est avec nos équipes et bien entendu avec les gens qu'on soigne. Mais c'est intéressant l'histoire de l'impact parce que c'est une des raisons qui font que c'est impactant la simulation. C'est qu'on a l'impression, nous qui sommes plutôt des believers, que ça marche et qu'il y a une façon de l'utiliser aussi quand on est au lit du malade. Les études sur l'impact, elles existent. Il y a Northwestern avec Barsuk et sa bande qui ont fait en 2009 les études sur les cathés centraux et les infections. On a les collègues à Marseille qui ont fait en 2018 dans le JAMA, le papier sur le stress au travail des infirmières lié, amélioration en tout cas, qui est lié à un programme de formation. Récemment, les cardiologues s'y sont mis, les Français, un JAMA cardio, un super beau papier qui ne va pas jusqu'au patient, mais quand même qui montre que les compétences très techniques sur l'ETO sont franchement améliorées par un programme de simu, avec des simulateurs d'écho. Donc moi, je considère que la question de l'impact n'est plus à démontrer, puisque sinon on recommencerait à réinventer certaines roues. Toi, Cécile, dans ta pratique de formatrice en simulation, est-ce que tu as dans ton parcours des souvenirs de choses qui sont très impactantes et qui sont liées à la simulation? Ouais, la première chose, c'est que j'ai des souvenirs sans simulation, en fait. Ouais. Comment c'était avant. Et moi, je partage toujours mes anecdotes avec les apprenants, mais j'ai été traumatisée plusieurs fois pendant mes études, que ce soit ma première ponction lombaire qui était catastrophique, on était 5 externes à passer sur la pauvre patiente, mais c'était normal, enfin c'était considéré comme normal, alors que c'est hyper traumatisant en fait quand on est apprenant. Mon premier arrêt cardiaque où les seniors n'étaient pas là, enfin il y en a un qui était parti et l'autre était dans les bouchons, dans un service que je connaissais pas, où on a perdu la patiente, et le seul débrief que j'ai eu, c'est non mais t'inquiète pas, elle serait quand même morte. Voilà, enfin j'en ai eu plein des comme ça. Donc voilà, de savoir comment c'était avant, moi ça me rappelle aussi pourquoi est-ce que la simu c'est important. Et puis eh bien aujourd'hui, ouais, moi j'en ai plein des histoires. Faudrait que je choisisse des anecdotes, mais par exemple, en formation de formateur, une fois j'avais un chirurgien auquel voilà, on explique le concept en fait de ne pas utiliser des mots négatifs et d'être bienveillant dans ses paroles, et qui me lâche non mais de toute façon au bout d'un moment faut arrêter d'être hypocrite, faut appeler un chat un chat, si l'apprenant il a fait de la merde, c'est pas la peine de pas lui dire, de toute façon il le sait très bien, voilà, en gros il trouvait que finalement la bienveillance c'était une forme d'hypocrisie. Et je me rappelle lui avoir répondu, en fait, à partir du moment où on a un fait, tu as toujours deux possibilités. Avec ce même fait, en fait, tu peux en faire quelque chose d'affreux ou quelque chose de bien mieux. Et donc, si tu dis à l'apprenant, en fait, voilà, tu as complètement merdé, voilà ce que tu aurais dû faire, en fait, c'est fini. T'as mal fait, t'as pas fait comme il fallait, c'est fini, maintenant, t'as honte finalement. Et maintenant, je prends le même fait, je lui dis, voilà ce qui s'est passé. On discute ensemble pour trouver les clés qui font qu'il puisse mieux faire la prochaine fois. Et là, en fait, à la place d'être enfermé dans son passé et dans une espèce de négativité et de honte, l'apprenant, généralement, il sort en se disant « Ah presque, j'ai envie d'avoir cette situation demain pour mieux faire. » Donc, il était un peu bouche bée. Et puis, après la formation, on a reçu un mail qui disait que finalement, ça avait quand même transformé sa façon de voir les choses, transformé sa pratique. Enfin, vraiment, ça l'avait impacté de façon très importante. Donc, ça nous avait fait très plaisir. J'ai un autre ami aussi chirurgien, pareil, qui était connu un peu comme la terreur des blocs opératoires parce qu'il gueulait sans arrêt sur les personnes. Et puis finalement, on voit que en essayant d'apprendre des nouvelles techniques de communication, il arrive à modifier son comportement au bloc opératoire. Donc parfois, ça part en cacahuète et puis on ne peut pas réussir à chaque fois. Et puis il y a d'autres fois où on va pouvoir être fier de soi parce qu'on a réussi à mieux communiquer. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein sur la technique aussi. Dans mon service, on forme
à l'intra-osseuse. C'est un geste qui est pas tous les jours, mais qui arrive de temps en temps et auquel les gens sont extrêmement mal formés de façon générale. Et quand il y a un coup où voilà, l'enfant qui arrive, le senior n'a pas bénéficié de la séance de simulation qui allait bien avec, et tout le monde est dégoûté. Et puis quand la personne a pu en bénéficier, c'est un peu hurrah, c'est génial, on a réussi. Donc non, des exemples du quotidien, j'en ai un milliard. Hein. C'est intéressant parce que ça me rappelle cette phrase qu'on entend souvent quand on est catalogué comme le monsieur ou madame Simu d'une équipe où t'as vu ce qui s'est passé, ça c'est de la Simu, ça c'est de la Simu. Et en fait j'aime beaucoup parce que ça veut dire que les gens ont fait un lien entre cette compétence qui n'est pas tout à fait déterminée, puisque formateur en Simu ça dit pas tout au final, mais le fait qu'on a des ressources, grâce à ce métier-là, qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas allé vers le centre de simulation. Donc, mais c'est sympa de partager toutes ces anecdotes. Souvent, entre confrères, c'est compliqué de discuter. Mais moi, je trouve que le centre de simulation, c'est un endroit où on se retrouve plus facilement des fois que l'hôpital. Entre spécialités qui ne se croisent pas forcément, puisqu'on a une appétence qui est un peu commune de dire on a un certain savoir, une certaine set de compétences qu'on a envie de transmettre à la génération qui arrive. Des fois, les gens viennent pour évaluer, des fois, les gens viennent pour du formatif, mais au final, à la fin, quand même, on débrief. Et ça reste le point commun. Oui, bien sûr. Après, pour faire les deux, en fait, c'est très différent, mais la simulation in situ, moi, ça me plaît aussi beaucoup, parce qu'en fait, donc l'impact, bien sûr, il y a un impact sur les équipes et sur les soins, mais aussi sur le fonctionnement organisationnel du service. Nous, on fait nos séances dans le déchoc. Et avant de faire nos séances, il y avait des responsables des chocs qui s'occupaient du matériel, des chariots, etc. Et en fait, de faire la simu, ça nous a fait changer plein de choses. Parce qu'en fait, c'est pas pareil d'être responsable d'un chariot, d'ouvrir les tiroirs et de vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut, et de l'utiliser en simulation et de se dire non, mais en fait, c'est pas du tout rangé comme il faudrait. Non, puis en fait, les brancards, là, ils sont pas positionnés correctement. Et puis en fait, les panneaux qui sont au mur, là, mais ça va pas du tout, on les voit pas bien. Et donc, nous, ça nous a fait changer pas mal de choses dans le déchoc. Et donc voilà, l'impact, encore une fois, va au-delà de la simple séance de simulation pour atteindre finalement l'organisation du service. Mais voilà, il n'y a pas le confort, on a souvent moins de temps que dans une journée complète dédiée à ça dans un centre. C'est différent, mais les deux sont pour moi très complémentaires et super intéressants. Merci pour ce message de la simulation comme un outil d'amélioration des process et des organisations de services. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que quand on regarde les définitions, alors les définitions, il va falloir qu'on reprenne tout parce que le dictionnaire américain est en train d'être traduit en français par l'équipe de la Sofrasim, et en même temps, les Américains vont sortir une nouvelle version, donc ça risque d'être un petit peu, on risque d'avoir des doublons. Peu importe, l'idée, c'est que quand on définit la simulation en France, si j'ose comparer avec les pays anglo-saxons, il y a cette dimension-là qui apparaît vraiment. C'est-à-dire qu'être spécialiste en simu en Angleterre ou aux États-Unis, c'est être sollicité quand il y a des analyses de process à faire dans une équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste côté formateur ou évaluateur. Et donc, ce que tu dis est très vrai. L'in situ, c'est l'outil rêvé pour pouvoir analyser les process. Et même moi, j'ai tendance à dire que l'in situ, c'est le lien entre le débriefing en simu et le débriefing clinique. C'est-à-dire que c'est une façon d'entrer dans un service en disant la simu, c'est ça. Et derrière, ensuite, on débriefe les situations cliniques avec des méthodes qui sont similaires. Et plutôt que de dire ce que tu disais sur le matériel, le débriefing clinique, il finit par une mise en action pour le service. Ouais. Donc ça reste en vase clos, mais c'est très utile au service qui reçoit la simu et le débriefing. Alors moi, j'aimerais bien avancer sur... c'est très inspirant ce que tu racontes parce qu'en fait, on voit bien que tu as une vision un peu méta de ce qui se passe. Il y a le centre, il y a les mannequins, il y a le matos, mais il y a aussi l'impact que ça peut avoir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été aidé par des gens qui avaient eu le virus de la simu avant moi. Est-ce que c'est la même chose pour toi ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans la simulation ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand je suis arrivée directrice médicale chez Illumin, c'est que je connaissais absolument rien à la simu. Et forcément, j'ai rencontré les formateurs du centre de l'époque et qui ont été extrêmement inspirants pour moi. Ça a été mes premiers mentors finalement. Voilà, je pense à Laurent Dupic en particulier, mais il y avait toute une équipe, je pourrais dire au moins 5-6 noms. Donc eux, ça a été mes premiers éclaireurs, entre guillemets. Et puis après, en fait, on s'inspire bien sûr du terrain, de certains chefs que j'ai eus en étant interne, certains collègues que j'ai au quotidien.
On travaille même sur la simulation avec le psychologue du service. Donc ça rend le travail encore plus intéressant. Au niveau de la littérature, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle « Éviter les erreurs médicales grâce à la simulation ». C'est un petit bouquin qui a été écrit par Sylvie et Pierre Angèle. Et je me rappellerai toujours quand j'ai eu dans les mains, je dis mais cette couverture, pardon, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Elle donne absolument pas envie de lire le livre. Vraiment, elle est, voilà. Elle est repoussante presque, mais dès les premières pages, en fait, on est complètement conquis. Le bouquin se lit hyper facilement. Et moi, ça a été un point, voilà, ça a été un virage dans ma carrière où je me suis dit, ouais, en fait, voilà, il y a un peu, même s'il y a des publications, etc., voilà, ça racontait une histoire que moi, j'essayais enfin, ça rassemblait toutes les pièces de l'histoire, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce qui m'a beaucoup servi aussi, mais ce qui n'est absolument pas médical, c'est tout le bouquin sur la communication non violente de Michael Rosenberg, qui est pareil absolument génial. Et puis, ça a été mes premières sources. Et en fait, maintenant, c'est marrant parce que je modifie tout le temps. Toutes les formations que je fais, elles évoluent. Mes PowerPoint, ils évoluent. Ma façon de faire, elle évolue. Et je me rends compte que ce qui l'a fait évoluer aujourd'hui, plus que les publications, même si je m'en inspire, en fait, c'est les apprenants. En fait, c'est la vie du service, c'est ce que va me répéter un apprenant. Quand j'ai une formation de formateur, c'est ce que les formateurs du terrain qui ont fait jusqu'à présent avec trois brindilles me remontent. C'est ce qu'ils ont vécu. En fait, c'est toutes ces choses qui s'agglomèrent en fait et qui font que maintenant qui développent en fait mes compétences en simulation ou mes idées ou toutes ces choses. C'est encore une fois hyper intéressant parce qu'on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre une compétence qu'on a appris un peu sur le tas, mais qui est une compétence d'action. Quand on est formateur en simulation, on est un peu, faut dire les choses, on est un peu fou furieux. On trimballe des mannequins dans sa voiture, on mange des sandwichs dans la salle de monitorage, enfin, on a un profil. Alors ça n'a pas été trop étudié, moi j'ai trouvé 2-3 papiers qui expliquaient comment les profils de poste étaient difficiles à établir, mais c'est plutôt administratif comme vision des choses. Moi je trouve que dans ce monde-là, il y a des gens qui vont y venir une fois ou deux et n'y reviendront jamais parce que ça ne leur va pas, parce que ça va générer chez eux beaucoup trop de ressources. Et il y en a qui, une fois qu'ils ont mis le pied, n'en sortent plus jamais. Et c'est aussi grâce à des mentors ou des gens qu'on a eus qui nous ont dit « mais écoute, vas-y, va faire cette formation, tu verras, ça va te plaire ». Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que formateur, d'essayer de capter ces profils-là, parce que la simulation, quand vous la commencez tout seul dans votre coin, dès que vous partez, il n'y a plus rien. Ah oui. Et donc l'idée, c'est de dire, mais en fait, j'ai été inspiré par des gens que tu aurais pu citer, parce que c'est toujours intéressant d'entendre des noms, mais en même temps, qui est inspiré par mon action de formateur en simulation, parce qu'il faut capter ces gens-là et leur passer le relais quasiment au début, dès qu'on commence, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce côté filiation qu'il y a et qui est une filiation qui est à la fois pédagogique et clinique, parce qu'en fait souvent c'est les mêmes personnes en fait. C'est des gens motivés de notre service qu'on amène au centre de simu, etc. Et donc je ne sais pas si ça te Oui, bien sûr, non, mais le choix des équipes est ultra important. Donc dans les formations de formateurs, on a beaucoup de remontées en fait, des gens qui viennent et chez qui finalement l'équipe a été imposée ou choisie de façon un peu politique. Ou alors c'est les cadres, les chefs de service, alors qu'en fait c'est pas ça qui compte, c'est le profil de personnalité et j'ai envie de dire l'appétence pour la pédagogie et la personnalité qui doit être un minimum de base bienveillante et à vouloir aider et non juger ou évaluer. Et c'est toujours très complexe. Nous, dans le service, quand j'ai commencé, en fait, il y avait moi, quoi. Et puis, il a bien fallu choisir des collègues pour monter une équipe de formateurs, parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Et c'était toujours délicat, parce qu'il y a le côté, alors il faut que ce soit quelqu'un qui reste, qui a un poste, qui est ceci, qui est cela, qui ne fasse pas autre chose. Alors qu'en fait, on a juste envie de choisir des profils qui sont adaptés. Et puis on nous a dit, alors est-ce qu'on ne ferait pas un appel au volontariat ? Je dis, non, parce qu'en fait, quand les gens ne savent pas ce que c'est que la simulation, on ne va pas forcément attirer les bons profils. Et donc, on a fait le parti de choisir, ce qui a été... on a eu quelques petites remarques, mais ça a été accepté plutôt assez bien. Et en fait, c'est trop important. Si l'équipe de formateurs, on ne s'entend pas ou c'est pas le bon profil,
si c'est des gens qui lâchent toujours des bombes pendant le débriefing, où on est là, mon Dieu, c'est une catastrophe, ça va pas le faire. Donc ça, c'est sûr que c'est hyper important. Les profils de formateurs, en fait, tout le monde ne peut pas être formateur. Voilà, il faut une appétence à la pédagogie et puis c'est comme ça et c'est ok en fait. On peut pas tous être super bons à tout dans la vie non plus, quoi. Exactement. Et je me rends compte en discutant avec toi qu'on est tous les deux passionnés, ça paraît évident, et donc bavards. On arrive plutôt à la fin de cette entrevue, puisqu'il faut rester dans un temps imparti. Peut-être le mot de la fin que je te laisserai, est-ce que tu pourrais t'adresser à quelqu'un qui débute en simulation et qui a l'air d'être un peu ce qu'on appelle nous des local champions, là, des gens qui sont un peu fous furieux localement et qui seraient prêts à faire... voilà. Disons que tu en as capté un et que tu aimerais lui parler pour que dans 10 ans, ils soient encore là et qu'éventuellement, ils prennent ta place quand tu iras faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu lui dirais à ce passionné de simu? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais qu'en fait, c'est une grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Quand on est formateur, on porte sur ses épaules en fait, le succès ou l'échec d'une séance de simulation. Et donc derrière, on porte quand même une partie de la confiance en soi des soignants et on porte une partie de ce qu'ils vont réaliser pendant les soins. Donc c'est quand même assez énorme de se dire qu'on peut améliorer le potentiel de ces personnes ou on peut les casser. Donc c'est une grande responsabilité, mais qui apporte un enrichissement incroyable et pour les personnes, mais et pour soi-même. Donc clairement, ça vaut le coup, parce qu'il y en a que ça peut aussi rebuter, ce genre de responsabilité. Bien sûr que je lui dirais de se faire former, puisqu'en fait, il faut apprendre un métier différent, qui est celui de l'enseignement et pas simplement du soin. Je lui dirais qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, hein, c'est quand même une des clés, de jamais se faire imposer des personnes, mais de toujours les choisir. Je lui dirais de s'interdire d'annuler une séance de simulation, parce que c'est un principe que je m'applique à moi-même. C'est-à-dire qu'en centre, le problème ne se pose pas. En in situ, il se pose à chaque séance de simulation. Il n'y a pas une séance de simulation in situ, il n'y a pas un obstacle. Et donc, c'est en fait qu'il y ait 1 ou 10 obstacles, on va tous les franchir. Et je ne partirai pas de cet hôpital aujourd'hui sans avoir fait ma séance de simulation. Et ça fonctionne. Mais il faut avoir la motivation. Et puis, de se dire qu'en fait, c'est un rôle qui est génial parce que c'est comme la métaphore que j'aime beaucoup, c'est comme un parent qui apprend à son enfant à marcher. En fait, si le parent n'est pas capable d'avoir la bienveillance et d'instaurer en fait une sécurité psychologique et émotionnelle pour son enfant, il ne marchera jamais, hein, il sera adulte et il rampera. Quand un enfant se pète la gueule, si on le juge et qu'on lui dit que c'est pas bien, ça fonctionne pas. Il faut arriver en fait à prendre ce positionnement de parent qui est là pour entourer, qui est là pour, si l'enfant se casse la gueule 100 fois, et pour 100 fois lui prendre la main, l'aider à se relever et à lui montrer comment mieux faire. Et je trouve que c'est une très belle image. Et donc, finalement, le rôle de formateur en simulation est un très beau rôle. Et donc, c'est ça qui doit motiver à prendre le relais et à mettre toute l'énergie et le temps qui sont absolument conséquents, que tout ça vaut la chandelle et qu'il faut le faire, quoi, et que c'est génial. Merci beaucoup Cécile, parce que surtout pour le mot de la fin qui était très inspirant, merci pour tout le temps que tu as passé à discuter avec nous et puis cette énergie que tu dépenses depuis des années pour la simu, l'innovation, et on a parlé que de simu, mais on aurait pu adresser énormément de topics sur lesquels tu travailles aussi. Et moi, je suis ravi que tu aies accepté cette interview et je suis impatient de voir les réactions parce qu'effectivement, il y a des conseils pratiques qui vont probablement être résumés dans le petit texte que je vais faire avec cette discussion. Et merci de t'être prêté au jeu de mon jeune podcast francophone. Ouais, et bon, moi, je serais ravi d'avoir d'autres discussions dans les années qui viennent parce que pour moi, même si j'entends la métaphore des parents, il n'empêche que la techno a son rôle à jouer là-dedans et que globalement l'innovation en pédagogie va probablement rejoindre l'innovation dans d'autres domaines de la santé tech, et donc on aura sûrement d'autres discussions à avoir sur ce sujet-là. Ah, c'est sûr. Merci Cécile. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de SimMove et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé. À très bientôt. Merci et bravo d'avoir suivi cet épisode du podcast SimMove. Si cet épisode vous a semblé utile ou instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous.
Nous rappelons à nos auditeurs que les opinions et les points de vue exprimés au cours de cet épisode et de ces discussions sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de SimZin et de l'équipe SimMove. A bientôt donc pour un nouvel épisode et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé.